Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur le grand rendez-vous. Temps pluvieux, temps nuageux ou beau temps, quel temps fera-t-il demain? Découvrons-le ensemble avec la météo. Bonsoir aux populations de Covert. Aujourd'hui, nous avons 3 rubriques au menu avec l'Espère. On s'intéresse à l'amour de soi. On dit souvent qu'on a besoin de développement personnel et on oublie toujours cette part qui doit être réservée à l'amour de soi. L'Espère vient nous en parler davantage. Nature et bien-être s'intéresse à la lutte contre le VIH-Sida. Nous avons un programme national qui s'intéresse justement à cette lutte-là. Où en est-on véritablement? Quel est le nombre aujourd'hui de porteurs de virus? Est-ce qu'on est à même de pouvoir les dénombrer? Quelles sont les propositions de solutions qu'on leur offre pour atténuer le mal dont ils souffrent? Autant de questions qu'on aura abordées avec Heureuse Danondé et son invité. Autant Savoir s'intéresse à l'état civil. Aujourd'hui au Bénin, tous les arrondissements n'ont pas encore pu numériser l'état civil. Pourquoi ce retard? Est-ce que c'est nécessaire? Autant d'aspects qu'on va aborder avec l'invité de Autant Savoir. Eh bien, le journal, vous le savez, il est sacré. Et avec Amandine Niambossou, il aura bel et bien lieu. Tout de suite, la présentation des titres à Niambossou. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Dans le 1945 ce soir, émergence des systèmes locaux résilients et durables pour la santé, c'est le thème du 13e cours régional de santé communautaire. Il s'agira de mener des réflexions sur la prise en charge des grandes affections. Les acteurs de la filière avicole au Bénin exaltent leur potentialité. Ils ont profité des premières journées nationales avicoles pour réfléchir aux enjeux et défis du secteur. Et puis des jeunes apprenants en formation sur le leadership pour impacter leurs camarades. Ils ont été outillés pour devenir de bons leaders. Voilà le menu du 1945. Merci à vous, Amandine Niambossou. Le premier plateau du grand rendez-vous à présent, c'est la rubrique Expert. Amour de soi, tout pour un développement personnel. On s'y intéresse avec l'expert de ce soir. Il s'appelle Axtéris Aouian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach motivateur. Oui, bien sûr. Et pour vous, c'est indéniable. Il faut beaucoup d'amour de soi pour pouvoir véritablement s'épanouir. Mais pour vous, comment définirez-vous cet amour de soi? L'amour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. On m'appelle Axtéris Aouian. Pour moi, l'amour de soi, c'est capital, d'accord? L'amour de soi, il faut qu'on remonte un peu vers l'histoire, d'accord? Parce que nous sommes nés de l'amour, d'accord? Et Dieu est amour. Et pour aller plus loin, on dit Dieu nous a créés à son image. Et donc, étant donné que Dieu est amour, il faut que nous,
descendants de Dieu, nous soyons aussi amour. Et tout ce que nous devons désirer, nous devons faire sur cette terre doit être amour. Et donc, raison pour laquelle chaque humain sur cette terre doit cultiver ce qu'on appelle l'amour. Et mais quand on va plus loin que ça, d'accord, l'amour de soi, ça revient à ce que nous cultivons, nous développons l'amour de Dieu vivant qui s'installe ou qui est en nous. Voilà un peu l'amour de soi. Alors, comment est-ce qu'on peut cultiver l'amour de soi? C'est un peu large, d'accord, mais nous allons procéder étape par étape. D'accord, parce que je vois aujourd'hui certaines personnes de différentes catégories socio-professionnelles, d'accord, qui se disent qu'ils s'aiment, alors que nous ne nous aimons pas, d'accord, nous ne nous aimons pas. Et c'est un peu désolant de constater ce fait qui, aujourd'hui, si on prend 100% de la population, à peine 97% végètent dans cette ignorance qu'on appelle le manque d'amour de soi. Parce que quoi, imaginez, comment comprendre, d'accord, quelqu'un qui se lève tôt, d'accord, qui va travailler, mais arrivé à la maison, arrivé au bureau bien sûr, d'accord, ne peut donner le meilleur de lui-même. Ne peut donner le meilleur de lui-même. Je crois, et je prends aussi le cas d'un étudiant, d'accord, qui a décidé d'obtenir peut-être son bac, ou non, pas son bac, son BTS, d'accord, ou son examen. Celui-là doit normalement, vu le challenge qui est devant lui, doit chercher à impacter ses parents, doit chercher à obtenir à coup de coup, d'accord, ce résultat, cet examen. Mais par faute d'ignorance, par faute de méconnaissance de soi, d'accord, ou par faute de manque d'amour de soi, celui-ci ne s'y donne pas pour pouvoir l'obtenir. Alors, si vous permettez, pour pouvoir cultiver l'amour de soi, il faut aussi se connaître. Donc, il faut se connaître nécessairement. Il faut aller à la recherche de soi. Il faut aller à la recherche de soi. Ça fait autant d'aspects qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser dans sa vie. Un très peu de personnes se connaissent véritablement. Comment aller à la découverte de soi, se connaître véritablement pour pouvoir cultiver cet amour et voilà, toucher au développement? Comme vous l'avez dit, c'est un peu large. D'accord. Alors, je vous dirais tout simplement, d'accord, que celui-là a l'obligation, d'accord, de se dire certaines vérités. D'accord, de se dire certaines vérités. Nous allons parler, pour être tout court, nous allons parler des 5 principes de la réussite. D'accord. D'accord. Nous allons parler des 5 principes de la réussite. Lorsqu'on est, nous avons une mission. Et chacun ici, par exemple, doit chercher à connaître sa mission sur cette terre. Et donc, dans la recherche de la mission sur cette terre, nous devons savoir définir ce qu'on appelle un objectif. Nous devons avoir un objectif. Tout ça a un lien avec l'amour de soi? Nécessairement. Nécessairement. On parle de l'amour de soi. On est né pour un but. On est né pour un objectif. Tant que l'on ne maîtrise, ne définit pas ses objectifs, la personne ne pourra jamais s'aimer. On dit navigue à vue. On navigue à vue. On dit aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait là où il va. J'aime bien cette phrase. D'accord. Et donc du coup, vous devez nécessairement, grâce à l'amour de soi, vous devez définir, vous devez vous aimer, vous devez définir un objectif, vous devez savoir chercher à connaître votre mission, le pourquoi vous êtes venu sur terre. Et qu'est-ce que Dieu attend de vous. Et c'est eu égard à ça maintenant que vous pouvez démarrer votre mission. Et pour cela, il vous faut définir 5 principes. Les 5 principes, nous avons la définition de ces objectifs. Et dans ça, vous pouvez déjà cultiver, et comme je l'enseigne à mes apprenants, d'accord, je leur dis d'utiliser la méthode SMART. SMART, je prends rapidement S qui veut dire spécifique, que vos objectifs soient spécifiques. Et le M, le grand M, c'est matérialiste, d'accord, ça soit mesurable plutôt, mesurable à atteignable. Pas rester dans le subjectif, voilà, ça. donc il faut que l'on sache réellement où est-ce qu'on va. D'accord. Et donc c'est l'amour de soi qui amène celui-là à définir et à savoir comment faire pour atteindre son objectif. Ne pas dormir pendant 8 heures de temps et prétendre vouloir réussir dans sa vie. Pourtant les scientifiques disent qu'on a besoin de 8 heures de sommeil. Non, ça c'est une fausse histoire. Ah oui, oui, c'est une fausse histoire. Il faut dormir autant de fois. Mais tant qu'on a des objectifs à atteindre, il faut savoir dormir. Il faut mesurer, Il ne faut pas dormir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir. D'accord, mais il faut mesurer, il faut savoir quand est-ce qu'il faut dormir. Ils n'atteignent pas leur objectif. Non.
si tu sais réellement, si tu sais et tu sais le pourquoi tu es venu sur terre, tu ne dois pas dormir comme les pauvres. Ah oui, Parce que ce sont les pauvres qui dorment dorment pendant 8 heures de temps. Non, mais Ce sont des pauvres qui dorment pendant 8 heures de temps. C'est un peu trop péjoratif de dire que seuls les pauvres dorment. Je connais beaucoup de riches qui dorment aussi. Hein. Il faut leur demander s'ils dorment réellement. Mais quand vous atteignez déjà un niveau de prospérité, vous pouvez peut-être vous permettre de dormir. De dormir. Du sommeil du juste. Voilà, du sommeil du juste. Oui. Mais pas dormir pendant 8 heures de temps. Quelqu'un qui a un objectif à atteindre ne doit pas dormir. Le corps pendant dort 8 heures. combien d'heures déjà? Partagez avec nous. Par exemple, moi, je dors autant de fois, je peux dormir plus que 8 heures de temps, mais Parfois, vous dormez 4 heures du temps. 3 heures, je me lève, d'accord, je me réveille tardivement la nuit, je travaille sur mon projet. Parce que j'ai un projet, j'ai des projets et je dois me lever tôt, d'accord, c'est-à-dire le moment favorable, d'accord, pour pouvoir mieux réfléchir. Tout ça, ça rentre dans la connaissance de soi. La connaissance de soi. Donc, et c'est là travailler la nuit ou travailler en journée, voilà, ça se décide. tu travailles dans la journée, mais la nuit, tu dois aussi savoir gérer tes heures de sommeil. Tu te réveilles la nuit, tu réfléchis sur ton projet, sur tes objectifs de vie et tu planifies et le lendemain, tu les mets en exécution. D'accord. Tout ça fait partie de l'amour de soi. D'accord. On en était au niveau du M. M. Oui. Mesurable. Vos objectifs doivent être mesurables. On doit savoir quand est-ce que ça prendra fin. Par exemple, prenez notre année. Calendaire, c'est ça, hein? Si. Voilà, ça compte 12 mois, d'accord? Mais pour pouvoir atteindre ces 12 mois, on a séquencé, on les a divisés en jours, en semaines, en trimestres ou en semestres jusqu'à l'atteinte de l'année. Donc, l'on doit savoir mesurer ces objectifs. Et c'est des objectifs qui doivent être d'abord à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est en fonction de ça que l'on pourra réellement atteindre facilement ces objectifs. Et tout ça fait partie de l'amour de soi. Oui. Et le A, c'est atteignable. D'accord. L'objectif doit être atteignable. On doit être conscient que l'objectif qu'on s'est fixé doit être atteint au bon moment et dans des conditions vraiment favorables. D'accord. Et le R? Le R, réaliste ou réalisable. D'accord. L'objectif doit être réalisable. Il ne faut pas se vous lever et dire d'ici demain j'aurai... Je vais aller au ciel par exemple. Non, jamais. Il faut que ça soit réaliste. D'accord. Et réalisable, c'est important. Voilà. Alors, et le T? Le T doit être temporaire. 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 Donc, à chaque fois, on redéfinit notre objectif. Voilà, merci. L'objectif doit être temporel, doit être mesurable, d'accord, atteignable, c'est dit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, d'accord, et temporel. D'accord. Voilà. Et vous êtes sûr qu'à la fin du SMART, on a atteint son objectif? On atteint à coup sûr si réellement on sait là où on va. D'accord. Et l'autre chose aussi dit quoi? C'est une citation que j'aime partager. On dit la vitesse d'un homme dépend de l'animal féroce qui le poursuit. Et donc plus vous savez réellement l'ampleur ou la grandeur de l'objectif, de ce que Dieu attend de vous, vous devez rapidement... Vous ramenez beaucoup de choses à Dieu. Tout le monde n'y croit pas. Dieu est amour. Tout le monde ne croit pas en Dieu. Parlons aussi à ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Mais Dieu... Et pourtant, ils doivent atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que vous avez pour eux comme... On ne peut rien faire sur cette terre sans Dieu. On peut s'aimer sans être adepte d'un Dieu ou sans être fervent. J'ai pas compris. Mais il y a des personnes qui sont pas fervents, mais qui s'aiment. Oui, je connais des adeptes. Qui ont l'amour de soi. L'amour de soi. Oui. L'amour de soi sans Dieu. Est-ce que l'amour de soi dépend de Dieu? L'amour de soi dépend du fait de croire en un Dieu. Il faut croire en un Dieu. D'accord? Et l'amour de soi fait partie de la connaissance de Dieu. D'accord? Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne sais pas qu'il y a un Dieu qui coiffe tout le monde, qui coiffe tout et qui guide tout, tu ne peux jamais atteindre tes objectifs. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Donc pour vous, la première étape pour aller vers l'amour de soi, c'est d'abord la crainte de Dieu. Il faut croire en Dieu. Et je crois que personne ne pourra me dire qu'il ne croit pas le contraire. Non. D'accord. Maintenant, revenons un peu à ce que cet amour de soi apporte dans le développement personnel. L'amour de soi dans le développement personnel est capital. D'accord? Lorsqu'on prend l'amour de soi, on prend le développement personnel. Imaginez, nous avons des buts, nous avons des objectifs à atteindre. Nous travaillons pour quoi?
Comme je le dis, nous allons travailler pour de l'argent. Et aujourd'hui, le Dieu dans notre monde, c'est de l'argent. Et tout le monde se lève pour de l'argent. Et aujourd'hui, chacun veut se développer. Chacun veut avoir quelque chose à la maison. On veut avoir une vie douillet. On veut avoir quand même cette vie qu'il faut avoir. Et donc, du coup, chacun cherche à, comment on appelle, l'atteindre, ce niveau de prospérité et tout. Et donc, il nous faut, d'accord, l'amour de soi. Il nous faut cette reconnaissance de ce cadeau que Dieu nous a. Dieu est, d'accord. D'abord, il faut savoir ce que Dieu est, qui est l'amour, et essayer de prendre ça comme un atout pour notre propre développement. Et quoi qu'en soit ce qu'on fera sur cette terre, sans l'amour de soi, d'accord, c'est-à-dire l'amour de soi-même, on ne peut rien faire. Il faut d'abord chercher à se connaître, qui on est. Et qui on est nous amène réellement. D'abord, je tiens à vous dire que l'amour de soi peut amener quelqu'un, d'accord, à se dire certaines vérités. À être franc envers lui-même. À être franc envers lui-même, honnête. L'amour de soi te dira ce que tu viens de porter n'est pas idéal, n'est pas conforme à la journée d'aujourd'hui, n'est pas conforme à tel événement. Tu veux sortir, tu t'es déjà brossé les dents. C'est l'amour de soi qui amène quelqu'un à être parfait. À se remettre en cause et à changer le cours de son histoire. Voilà un peu. D'accord. Alors, cet amour de soi, alors, il est indispensable pour le développement personnel. Il est indispensable pour le développement personnel de l'humain. De l'humain. D'accord. Maintenant, si vous avez des conseils aux téléspectateurs qui nous suivent pour pouvoir atteindre cet amour de soi, si on sentit en fait que tout le monde ne l'a pas forcément, comment faire pour y arriver? Et ça, ce sera votre mot de fin en quelque sorte. C'est très simple. D'accord? Il faut acheter un miroir. D'accord? Chez soi, mettez un miroir quelque part où vous pouvez vous dire certaines vérités. Parler au miroir. Je dis aujourd'hui... Tant que ça ne vous rend pas narcissique. Voilà. Je dis toujours, le tout ne suffit pas d'aller faire confession à l'église. D'accord? Vous pouvez rester chez vous. Je ne refuse pas de ne pas y aller. Mais vous pouvez rester chez vous, devant un miroir, et de vous dire certaines vérités. Mettez-vous nu. D'accord? Nu, je dis bien nu. Et regardez-vous correctement dans le miroir et dites-vous certaines vérités, ce que vous n'aimerez pas que quelqu'un vous le dise. Vous osez vous le dire vous-même. Alors, vous regardez dans le miroir et vous dites certaines vérités. Aminata, si la personne s'appelle Aminata, tu dis Aminata, est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est la vie que tu rêves? Merci, monsieur Asseri. Donc voilà un peu. On n'a plus vraiment le temps, mais on a compris la dernière astuce. C'est se parler à cœur ouvert, être sincère et envers soi-même. C'est important quand on veut atteindre un développement personnel. On remercie le coach motivateur. C'en est terminé pour la rubrique Expert. On passe à présent à Nature et Bien-être. Merci. Voilà, avec Heureuse, on s'intéresse à la lutte contre le VIH-Sida, mais avant, on vous invite à suivre ce reportage. Depuis le début de l'épidémie du sida en 1981, l'ONU-SIDA a enregistré plus de 76 millions de personnes infectées par le virus et 35 millions de personnes décédées des suites de maladies liées au sida. Au Bénin, précisément en milieu universitaire, les chiffres sont en nette régression. En 2013, on était à 8,55% pour ceux qui ont fait le dépistage. Mais en 2015, c'était à 3,8%. Donc on a compris que bon, ça va, il y a une amélioration au niveau de l'adoption de comportements sains parmi ces étudiants-là qui sont sensibilisés. Cette régression du VIH et du sida dans le monde estudiantin est le fruit de plusieurs actions ciblées. En décembre, quand on veut organiser, il y a une activité qu'on appelle Campus sans sida. On donne des trophées aux universités, aux meilleures universités sur le plan des activités qu'ils ont eu à effectuer. Chaque année, on essaie de faire les tests de dépistage pour voir si ce qu'on fait, si ça va ou pas. Le dépistage précoce, la meilleure arme de lutte contre le sida. Mais la majorité de ces étudiants n'ont jamais fait le test. Jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore fait le test. Pas encore. Moi, j'ai fait ça une fois. C'était en 2015. Moi, je l'ai fait une fois quand l'occasion s'est présentée. C'était gratuit. Ils étaient en campagne.
Dans la cabine, ils se retrouvent à 3, à 4 parfois. On ne sait pas qui est qui. Moi, j'ai décidé de rester telle que je suis jusqu'à mon mariage pour un bon avenir. Parce que je suis sûr de moi-même que je n'ai pas le sida. Et je ne peux pas en avoir parce que je me respecte quand même. Avoir les comportements, les habillements, tout ça, et vraiment c'est un peu difficile. Maintenant, on fait tout pour résister quand même. Par exemple, moi qui suis ici, je fais tout pour être fidèle. Je fais tout pour être fidèle. Autant qu'ils sont, ils ignorent leur statut sérologique et demandent plus d'action au niveau rectoral. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait plus de communication dessus. Qu'on parle plus de sida aux jeunes, surtout qu'on démystifie ça, que dans un premier temps, les gens malades, qu'on ne les traite plus comme des monstres et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements, qu'on communique dessus, qu'on puisse leur apprendre qu'ils peuvent vivre normalement comme tout le monde. Déjà, ceux qui ne sont pas malades, il faut assez communiquer pour les sensibiliser afin qu'ils puissent se préserver. Ils peuvent mettre des actions en place, passer dans les salles ou bien organiser des journées de communication. Les facultés, c'est un autre monde, c'est un monde vaste. C'est pas facile de créer des clubs là, mais je pense que d'ici 2018, on va créer ces clubs-là dans ces facultés, histoire de lancer ces sensibilisations pour l'adoption de comportements sains. Nous avons une radio universitaire, ils mettent les affiches quand il y a des événements, ils peuvent aussi mettre ces genres d'affiches. On peut naître séropositif, on peut devenir séropositif, mais on doit éviter de contracter le virus. Ah voilà, Heureuse d'Anondé nous apporte une grande information à la fin. On peut naître séropositif, on peut devenir séropositif, mais il ne faudrait pas aller à développer le mal. Eh bien, notre invité nous en dira un peu plus sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Moussa Bachabi. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes coordonnateur adjoint du programme santé de lutte contre le sida. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on s'intéresse à l'évolution du VIH dans le monde, mais on va se spécifier sur le Bénin. Est-ce que le Bénin est en phase? Ce sera le fil conducteur de tout notre entretien. Mais déjà, je me demande, la situation épidémiologique du sida ici au Bénin, quelle est-il? Merci, madame la journaliste, par rapport à cette question. Je préfère aborder la réponse en parlant des cibles. D'accord. Quand on parle de l'épidémiologie, il faut voir d'abord la prévalence de l'infection dans la population générale. Et il faut remarquer qu'au Bénin, depuis 2006, la prévalence s'est stabilisée à 1,2% dans la population générale. D'accord. Mais ceci cache des disparités parce que entre sexes, la prévalence n'est pas la même. Les femmes sont plus infectées que les hommes. La prévalence chez les femmes est de 1,4% et chez les hommes de 1%. Si vous permettez, pas que je vous arrête, pourquoi cette disparité? Est-ce que c'est possible de corriger aussi ces disparités? Oui, c'est possible, mais malheureusement, la femme possède plus de facteurs de risque que l'homme. Quels sont ces facteurs de risque? Oui, les facteurs de risque sont non seulement biologiques, c'est-à-dire l'appareil génital de la femme l'expose plus que l'homme. Vous savez, c'est une grande surface que la femme offre lors des rapports sexuels, alors que pour l'homme, exactement. Et l'appareil génital de la femme aussi, c'est comme une muqueuse, alors que ce n'est pas la même chose chez l'homme. Donc c'est la configuration du corps de la femme déjà qui l'expose plus qu'aux hommes. Plus qu'aux hommes. En plus de ça, vous savez, nous sommes en Afrique, il y a la subordination de la femme. Les conditions socio-économiques très précaires de la femme l'exposent par rapport à l'homme. Et le plus souvent, vous voyez, chez les jeunes, c'est surtout les filles qui ont précocement des rapports sexuels et le plus souvent, c'est avec des personnes plus âgées. Donc, vous voyez, tous ces risques-là font que la prévalence chez la femme est plus élevée que chez l'homme. D'accord. Et maintenant, quand nous allons aborder les autres cibles, je viens de dire qu'il y a une disparité. C'est ici au niveau du genre déjà. Au niveau du genre déjà. Oui. Mais quand on aborde les cibles, au Bénin, nous avons plusieurs populations qui sont sous surveillance. D'accord. Nous appelons ces populations les populations clés. D'accord. C'est essentiellement les professionnels de sexe, c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, c'est les consommateurs de drogue par voie injectable. Et vous voyez la prévalence... Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Oui. Pourquoi c'est une population que vous suivez? Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas très nombreux, non? Ah, c'est ce que nous pensons, mais malheureusement, il y en a dans notre pays. Oui, mais ils ne sont pas aussi nombreux pour... Ils ne sont pas aussi nombreux. Qu'on reste en état d'alerte. Effectivement, qu'ils ne sont pas aussi nombreux
mais le risque au sein de cette cible est plus important qu'au sein de la population générale. Et quand vous prenez les professionnels de cesse, la prévalence est... L'étude qui a été réalisée en 2017 a montré que nous étions à 8,5% de prévalence en leur sein. Et pourtant, il y a eu plusieurs sensibilisations, plusieurs politiques pour pouvoir atténuer ce taux de prévalence en leur sein. C'est effectif, il faut dire que ces mesures ont beaucoup porté, parce que nous étions à une prévalence de l'ordre de 45%. Donc ça a beaucoup diminué. Depuis plus de 15 ans, cette cible était à près de 45% de prévalence. En 2015, là seulement, on était à 15% de prévalence. Et donc, si nous sommes à 8,5% aujourd'hui, on peut se dire qu'on est un peu en train de réussir. Exactement. Parce que rien qu'avec ces 8%, on a beaucoup plus de populations qui sont exposées puisqu'elles sont conductrices. Effectivement, puisque cette population sert de passerelle à la population générale. Il y a beaucoup de jeunes qui vont auprès de cette cible et qui retournent encore dans la population générale. C'est ça. Donc, c'est pourquoi exactement le programme surveille de près cette population. Il y a un suivi rapproché auprès de cette population. Mais pendant longtemps, on a trouvé que la jeunesse était au cœur de ce mal. Pendant longtemps, on pensait que les jeunes étaient beaucoup plus exposés. Est-ce que c'est aussi un problème de génération quand on parle du VIH-Sida? C'est effectif et c'est vrai qu'au Bénin, depuis un certain nombre d'années, est-ce qu'on peut dire qu'on a baissé les bras? La prévention a un peu reculé par rapport à la prise en charge. Vous savez, au début de la pandémie, c'était essentiellement comment faire pour informer les populations sur l'existence de la maladie. Et en ce moment, il n'existait pas un traitement. Mais quelques années après, les pays africains ont eu accès au traitement et on a priorisé la prise en charge des personnes infectées à qui on permettait de vivre aussi longtemps que cela est possible. Et si bien qu'on a un peu relâché la sensibilisation au niveau de la prévention. Mais dites-moi, de vous à moi, là je vous pose la question en tant que coordinateur adjoint du programme de santé, entre prévenir le mal et guérir le mal, lequel est véritablement utile, plus utile? Parce que parfois je me dis, c'est une question de choix, on ne peut pas tout faire. Oui, on ne peut pas tout faire, mais malheureusement ici, on doit faire les deux à la fois. D'accord. À la fois prévenir les nouvelles infections, mais aussi soigner ceux-là qui sont déjà malades et éviter qu'ils ne décèdent. C'est très important parce que même en le prenant en charge, ça constitue un moyen de prévention. Parce que quelqu'un qui est sous ARV, le risque de transmettre le virus à un autre est faible. Le risque n'est pas zéro, mais il existe est faible. Toujours. Le risque existe toujours. Mais ce qui m'amène à cette question-là, justement, on s'est rendu compte que pendant longtemps, ces personnes qui étaient justement porteurs du virus avaient du mal à en parler autour d'eux, au niveau de leur famille, à leurs conjoints. Et parfois, on a une transmission qui est silencieuse. Oui, c'est effectif que... Avant, la peur qu'il y avait autour de la maladie faisait que les gens n'informaient pas leurs proches. Aussi, le traitement qui n'était pas disponible. Mais aujourd'hui, le traitement est disponible et gratuit sur toute l'étendue du territoire national. Et gratuit? Gratuit, totalement gratuit. Et toute personne sous traitement ne court plus vraiment de risque avec les gens qui sont autour de lui. Cela n'enlève rien peut-être au regard de la société, parce que je me rappelle au moment où on s'était intéressé à ce sujet, on nous a dit dans certains centres de santé que d'autres venaient chercher leurs médicaments et qui étaient peut-être loin. Quelqu'un qui habite Semenpodi qui préfère prendre son médicament à Cotonou plutôt que de le prendre dans sa localité, toujours pour éviter le regard des autres. Est-ce que le regard que nous portons sur les porteurs du VIH-Sida, il a changé depuis tout ce temps? C'est effectif que ce regard, ça continue, mais ça a diminué de façon sensible. Et je profite de votre plateau pour exhorter la population à ne plus voir comme ça les PVVH. Parce que le VIH aujourd'hui, c'est comme une maladie chronique. C'est au même titre que l'hypertension artérielle, que le diabète. On est fier de dire qu'on est diabétique, on est fier de dire qu'on est hypertendu, mais on ne veut pas dire qu'on est séropositif. On appelle cette maladie une maladie honteuse, alors qu'on court plus de risques de mourir subitement d'une hypertension que de mourir du VIH. Quelqu'un qui est infecté par le VIH, qui prend régulièrement son traitement, ne court aucun risque de mourir de façon subite comme un hypertendu. Donc il faudrait qu'on puisse démystifier cette maladie, qu'on ne s'enferme plus, qu'on ne stigmatise plus ces personnes qui portent malheureusement ce virus, qui parfois n'est pas dû au fait qu'ils ont de mauvais comportements. Ah oui, là, on jette un clin d'œil à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne savaient même pas qu'ils avaient des rapports plutôt avec quelqu'un qui porte le VIH. Exactement. Est-ce
qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir aussi une autre politique qui amène à faire le dépistage systématique? Exactement, merci. C'est effectif, le dépistage. C'est pourquoi le Bénin a opté pour la gratuité du dépistage sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai qu'il y a encore des structures qui offrent le dépistage à titre payant, mais je profite de ce plateau pour dire que tous ceux qui veulent connaître leur statut pourraient se rendre dans des centres qu'on appelle des services de dépistage volontaire disposés sur toute l'étendue du territoire national où l'offre est gratuite. C'est bon de connaître son statut et dès que vous connaissez votre statut, vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'un traitement qui est tout aussi gratuit et qui vous permettra de vivre aussi longtemps que cela est possible. Alors, ça veut dire que le geste utile aujourd'hui, et si on avait un conseil aux téléspectateurs, c'est d'abord de connaître le statut. Exactement. De se dépister. Il faudrait que chacun puisse connaître son statut. Sur quelle fréquence? Parce que parfois on se dit, je l'ai fait 5 ans après, je peux y aller. C'est aussi peut-être cette peur au ventre du résultat positif. Qu'est-ce que le médecin dira? C'est peut-être pour ça que beaucoup n'y vont pas. Hein. Normalement, quand on n'a pas encouru de risque, on n'est pas obligé de le faire régulièrement. D'accord. Mais dès que vous le faites la première fois, 3 mois après, il faut reprendre parce qu'il y a une période qu'on appelle période de séroconversion où quand on était infecté, les réactifs n'arrivent pas à détecter cela. Donc après cette reprise et que vous êtes fidèle avec votre partenaire qui a aussi fait régulièrement son test, je pense qu'il n'y a plus de crainte de penser qu'on peut être infecté. D'accord. Merci à vous, Moussa Bachabi. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur adjoint du programme santé de lutte contre le sida. Ce qu'on retient, c'est que le sida, il a beaucoup baissé. Le taux de prévalence a beaucoup baissé ici au Bénin. C'est déjà salutaire et il y a beaucoup de politiques qui sont toujours en cours pour pouvoir davantage réduire le taux de porteur de ce virus-là ici au Bénin. Ça aussi, c'est à saluer et à l'actif justement du ministère de la Santé au Bénin. Nous passons à présent à une autre rubrique, Autant savoir. État civil, où en est la numérisation? On se pose la question dans Autant savoir, mais on suit d'abord ce reportage de Marcel Betoro. On se retrouve tout juste après. Tout individu, après sa naissance, doit être doté d'une pièce d'état civil qui n'est rien d'autre que son acte de naissance. L'acte de naissance est l'un des actes d'état civil qui sert à l'identification de chaque citoyen. On peut citer entre autres la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire. Ils lui fournissent des pièces officielles conformes à la loi. Au Bénin, on distingue 3 catégories d'actes d'état civil. Il s'agit de l'acte de naissance, de l'acte de mariage et de l'acte de décès. L'établissement de ces différentes pièces nécessite une procédure bien détaillée. Cette procédure peut paraître parfois longue à cause des différentes étapes à suivre pour l'authenticité de la pièce à obtenir. À l'ère du numérique, les technologies s'imposent comme priorité dans le processus d'archivage des données d'état civil. Il est donc indispensable que le pouvoir public pense à la création d'un fichier central doté d'un système de réseau pour abriter toutes sortes d'informations liées aux actes civils. Cela va favoriser non seulement la gestion des statistiques d'état civil, permettre une uniformisation du travail, mais également éradiquer le problème d'établissement de faux actes. Par ailleurs, les agents chargés d'assurer ces services doivent recevoir des formations pour améliorer leurs aptitudes à s'adapter aux nouvelles technologies qui révolutionnent le monde depuis un certain moment. Voilà, État civil, là où on est la numérisation. On reçoit pour vous sur ce plateau Herman Gandaro. Il est le secrétaire administratif de l'arrondissement de Togba. Nous profitons pour saluer les administrés de Togba. Comment vous allez donc, monsieur Herman Gandaro? Merci, madame. Je me porte à merveille, comme vous le voyez. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on s'intéresse à l'état civil, mais déjà, dites-nous, à Togba, comment se porte l'état civil? Ok. Je tiens en premier lieu me présenter d'abord. Je réponds au nom de Herman Gandaro. Je suis agent communal, précisément de la mairie de Calavi. L'arrondissement de Togba est un arrondissement de la commune de Calavi. Oui.
Maintenant, parlant de l'état civil de l'arrondissement de Tokba, elle se porte à merveille. D'accord. Parce qu'on est tous les jours avec la population et on répond aux préoccupations de la population. D'accord. En ce qui concerne l'état civil, est-ce que ces populations ont parfois du mal à l'obtenir et parfois remplir leurs informations? Est-ce que vous avez du mal avec ces populations-là? Bien sûr que oui. Par moment, on a du mal à servir les populations à cause de certaines difficultés, telles que les parents ne viennent pas vite faire les déclarations dans le délai raisonnable, ou c'est des années plus tard, ils sont là, ils veulent prendre les actes à tout bout de champ. Et ça nous rend un peu la tâche difficile. D'accord. Cela pose alors le problème de numérisation aujourd'hui avec la technologie, je vais y arriver, qui a beaucoup évolué. Et pourtant, dans nos différents arrondissements, on n'a pas encore numérisé l'état civil. Est-ce que vous, en tant qu'agent communal, vous auriez souhaité une numérisation de cet état civil-là? Merci. Bien sûr, je veux bien qu'on numérise l'état civil au Bénin. Parce qu'avec la numérisation, on a assez d'atouts, on a assez de facilités qui nous permettent à ce que, avec 2 ou 3 mouvements déjà sur l'ordinateur, qu'on peut faire saisir l'acte de la personne qu'on a en face et faire signer ça par l'autorité. D'accord. Oui, on vous écoute. Allez. Ce sera le seul atout de la numérisation. Quel autre atout? Ça a assez d'atouts. Vous savez, en matière de temps, tel je suis en train de l'expliquer, en matière de temps déjà, c'est un grand atout. Ça avantage le citoyen, l'usager qu'on a en face ce soir, ça avantage l'agent de l'état civil, vous voyez. Et dans le même temps aussi, parlant de l'archivage en même temps, vous voyez que comme ça, on n'a plus trop à se dire qu'il faut construire de grandes salles d'archivage. D'abord, il faut comprendre que nous n'avons presque pas de centre d'archivage dans nos arrondissements, dans nos mairies et autres, vous voyez. Et qu'avec la numérisation, c'est avec des informations, bien sûr qu'on aura les informaticiens, experts qui vont faire le travail avec les agents état civil et les mairies. Vous voyez qu'on va centraliser les informations, les archivages, et que déjà avec des clés ou de petites informations, de petits outils, déjà, on puisse enregistrer des données. Vous voyez. Je prends l'exemple, je donne un exemple. On prend un arrondissement où de 1960, un exemple que je donne, jusqu'à nos jours, imaginez le nombre de registres qu'on aura dans nos archives. Encore qu'on se demande, est-ce qu'on a toujours les registres de peut-être 1900, 1920? On se demande, est-ce qu'on a pu conserver tout ça? Est-ce que c'est toujours en bon état? Est-ce que c'est utile? Parce que c'est quand même dommage si un citoyen ne peut plus retrouver son acte dans son registre. Est-ce qu'il y a eu des pertes? Déjà. Même si ce n'est pas dans l'arrondissement de Tokba, en tant qu'agent communal, je suppose que vous avez des plateformes où vous discutez. Est-ce qu'il y a eu des arrondissements qui ont quand même eu des pertes? Merci. Vous voyez, dans presque tous les arrondissements, on a ces cas-là de pertes, de choses, de manque de choses, de temps nécessaire, parce qu'il faudrait que la personne vienne faire cette déclaration à temps. Et on les donne des jours, il faut tel nombre de jours avant qu'on ne puisse vous rendre votre papier, votre chose, votre acte et autres. Et ça gêne. Parce qu'il faut chercher, il faut fouiller. Il faut fouiller, et parfois c'est bien loin et bien caché. Et c'est bien loin, ou des fois presque ça n'existe pas. Mais il faut comprendre aussi qu'un effort est fait au niveau des archives et s'en contente de cela. Mais je préfère et je propose que si on peut numériser, parce qu'aujourd'hui, les TIC ont vraiment évolué. Et l'ère qu'on vit actuelle n'est plus par le passé où c'était des archivages, où on met les documents, les blocs, tout ça. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Et déjà, l'enfant est né peut-être ici à Cotonou. Et l'affectation ou des situations amènent les parents peut-être à Parakou ou à Djougou et autres. Déjà, normalement, ils vont à la mairie, ils demandent l'acte de cet enfant. Je pense que déjà avec quelques
choses-là, manipulation informatique, on peut tirer l'acte et ça va servir à des fins pour les parents. Au lieu de faire encore ce voyage de Nati Tengu ou bien de Paracopo, Cotonou, aller-retour, ces risques de temps, de tout ça. D'accord. Mais donc pour vous, le système actuel au niveau de l'état civil pose beaucoup de limites et ces limites peuvent être corrigées par la numérisation. Bien sûr que oui. Actuellement, le système de l'état civil a des limites et qu'avec la numérisation, et je vois déjà que les gouvernements sont en train de faire assez et que sous peu, cela va entrer dans l'ordre. Parce que déjà même à la mairie de Calavi, j'étais la semaine passée avec le DSP, le directeur chargé des services à la population. Et vous voyez, un planning a déjà fait par le maire de la commune d'Aboum et Calavi pour numériser les états civils. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, les arrondissements et autres vont envoyer les données de façon journalière à la mairie et on saura le nombre de déclarants de naissance et autres par jour, de décès par jour, tout ça. Vous voyez, même de mariage et autres. D'accord. Donc pour vous, cette numérisation ne peut que se faire peu à peu. On ne peut pas avoir une numérisation générale en même temps tout de suite. Peu à peu, les numérisations au niveau des arrondissements vers les mairies seront faites. Et plus tard, il y aura l'ensemble. Je parle d'ensemble où les mairies seront interconnectées, où je suis à Cotonou, où je veux une information. Je m'en vais sur le chose dans le système de la mairie de Calavi, où ça me permet, où ça me donne la main de voir l'information et si possible de tirer ces données. Et vous voyez, ça peut éviter aussi assez de fraude parce que ça sera des experts qui seront autour de cette matière où ça sera ficelé et ça ne sera plus de faux actes et autres qui vont circuler. Donc pour vous, ça règle aussi le problème de faux actes parce que pendant longtemps, on dit, même quand c'est un autre maire qui est là, on a peut-être un ancien maire ou un ancien chef d'arrondissement qui a toujours son registre chez lui et qui continue de délivrer des actes. Est-ce que pour vous, la numérisation règle tous ces problèmes? La numérisation règle tout ça parce que c'est tellement facile que déjà, la personne se fait enregistrer, si vous me permettez le terme, si on enroule les documents, les données sur la personne, vous voyez, elle est bloquée et c'est fini. D'accord. Elle n'a pas la possibilité de se faire enregistrer plusieurs fois ou ailleurs encore. D'accord. On a compris, mais cela aussi va demander d'autres aptitudes au niveau des agents. Est-ce que vous pensez que les agents communaux sur tout le territoire national sont prêts à passer cette étape-là? Parce que ça va leur demander beaucoup d'autres aptitudes, peut-être des aptitudes que pour l'instant, certains agents n'ont pas. Bien sûr que oui. Ça sera un peu difficile pour d'autres et on va les amener à entrer dans le système. Mais l'essentiel est que l'État puisse déjà commencer par doter des outils informatiques aux arrondissements, les ordinateurs et autres. Vous voyez, par exemple, à l'arrondissement, dans mon arrondissement où je suis secrétaire administratif, je ne dirais pas qu'un effort est fait, mais on a déjà commencé les b.a.-ba de la chose. Vous avez, la mairie nous a doté d'ordinateurs, d'imprimantes et autres. Qu'est-ce qui se fait? Il y a des imprimés conçus qu'on appelle imprimés ordinateurs, vous voyez. Et déjà, quand les parents viennent faire les déclarations ou bien quand les gens viennent demander les actes et autres, on les fait ça sur des imprimés ordinateurs. Vous voyez. L'acte, ce n'est pas le volet 1. Non, quand on demande les copies et autres, on n'utilise plus forcément les manuels, la dactylographie et autres. Non. On utilise l'informatique, on utilise les ordinateurs, on imprime et on fait sortir ça. C'est joli. La personne est intéressée, ils viennent faire encore pour d'autres enfants et autres. Et assez d'arrondissements, de secrétaires administratifs ont commencé par me copier. Et vous voyez, déjà à Calavi, presque partout dans les arrondissements de Calavi, je dirais même partout dans les arrondissements de Calavi. On ne tape plus à la main. On ne sait plus trop les affaires de dactylographie et autres. Mais c'est l'imprimé ordinateur qu'on utilise. Mais les dactylographes ne seront pas contents parce que c'est encore un métier. Ils sont en train de se faire former. Ils sont en train de se faire former. Vous voyez. Non, ça ne disparaîtra pas de sitôt, mais ils sont en train de se faire former et vous voyez, c'est un peu ça.
D'accord. On vous aurait compris, hein, sur ce plateau, nous rappelons que vous êtes Herman Gandaro, secrétaire administratif au niveau de l'arrondissement de Tongba. Avec vous, on s'est intéressé à l'état civil où on est la numérisation. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous allons rejoindre Amandine Agnambassou au niveau de la rédaction pour le 1945. Je vous retrouve tout juste après. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Comment prendre en charge les patients atteints de maladies récurrentes? Le 13e cours régional de santé communautaire se penche sur la question. Les participants ont 10 jours pour y réfléchir. L'agriculture, l'une des filières vitales de l'agriculture au Bénin, les acteurs entendent œuvrer désormais pour une production à grande échelle. Ils ont démontré leur savoir-faire au détour d'une fois à Cotonou. Des jeunes apprenants à l'école du leadership, l'objectif est de faire d'eux des modèles dans la société. Merci de votre fidélité. Le 13e cours régional de santé communautaire a démarré ce lundi à Cotonou, 10 jours pour échanger avec les populations et approfondir leurs connaissances autour des systèmes locaux résilients durables pour la santé. Clotaire Awekou, Alexis Kenom. Partage d'expériences dans l'éradication des grandes affections, stratégie d'approvisionnement des produits de santé, développement des réseaux, des alliances, des partenariats, gestion de systèmes de risque, projet de recherche, approche genre, c'est l'essentiel à retenir de ce 13e cours régional en santé communautaire autour du thème émergence de systèmes locaux résilients durables pour la santé et la question de changement de pratiques individuelles et collectives dans la gestion des grandes endémies et épidémies reste capital dans ce projet de renforcement de capacité des agents de santé. Ce que nous estimons être une particularité, c'est parce que c'est d'abord le fait d'agir sur le système. On parlera des comportements, mais rien ne vaudra d'agir sur un système, mais qui résiste aux aléas, qui ne disparaissent pas aux premières difficultés ou aux premiers problèmes, si on peut dire, que le système pourra rencontrer. Alors, tout se passera à travers les hommes. Nous accordons beaucoup d'importance sur l'action des hommes et leur capacité à, je dirais, dynamiser, regrouper la communauté autour des thèmes qui les intéressent. Ce conclave de 10 jours d'échange d'approfondissement de connaissances est une initiative de l'Association des œuvres médicales privées et confessionnelles sociales au Bénin, AMSES, en partenariat avec Mimesa, une structure belge de coopération et développement avec le soutien de la faculté des sciences de la santé. L'élevage des volailles en quantité et en qualité pourrait réduire la faim sous toutes ses formes, créer des emplois et garantir l'autosuffisance en protéines. 3 jours ont été consacrés à la célébration de l'aviculture au Bénin. L'objectif est de permettre au Bénin d'exporter ses produits aviaires vers la sous-région. Mais avant, il faut permettre à chaque Béninois d'avoir accès aux volailles en quantité. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle bientôt une réalité au Bénin. L'aviculture, l'une des filières pourvoyeuses d'emplois, est en voie d'être réorganisée pour plus de résultats. Les acteurs de la filière exposent au public leur potentialité. L'investissement est lourd et le retour sur l'investissement est lent. Mais je crois qu'avec les structures que le gouvernement est en train de mettre en place, telles que le FNDA, le Fonds de développement national agricole, avec ce fonds, je crois qu'on aura un bon développement. Le marché agricole au Bénin, actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'il faut. Nous, notre problème, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire d'abord, avant de commencer par réexporter dans les pays, surtout au Nigeria. Puisqu'on a vu que les Nigériens en ont besoin.
Organiser des journées béninoises pour l'aviculture, c'est une première. L'enjeu est grand et les défis non négligeables. Nous avons promis d'ici 2021 arriver à 30 000 tonnes d'œufs. Et 2022, et nous, avec la collaboration du gouvernement, etc., nous allons commencer par faire l'exportation de nos produits. Malgré le développement de cette filière, elle fait toutefois face à de nombreuses contraintes liées notamment à la disponibilité. En Afrique, automatiquement, on peut nous-mêmes manger nos volailles, nous-mêmes développer nos agricultures, développer tout ce qui concerne l'agriculture en Afrique. C'est un métier qui est un peu délicat, mais j'invite les femmes, les Béninoises, j'encourage les Béninoises de se lancer dans l'agriculture et nous aurons de gains de cause. Dans le combat pour l'autosuffisance en protéines animales, l'aviculture est sans doute la meilleure arme du Bénin. Et ces premières journées avicoles apparaissent comme le signal pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Autre élément dans ce journal, la formation de jeunes apprenants responsables de classe et délégués d'établissement sur la notion de leadership. C'est une initiative de l'ONG VIP World. Elle entend outiller la jeunesse afin que cette dernière apprenne l'exemplarité. Reportage Françoise Issou, Sylvania Chan. C'est quoi le certain leadership? Ce leader qui est serviteur. Un séminaire sur le leadership transformateur. Voilà ce qui rassemble ces jeunes apprenants, responsables de classe et délégués d'école. L'objectif de cet événement, c'est d'équiper et d'utiller ces responsables d'école ou ces délégués d'école en leadership, qui sont appelés à servir. Et en plus, dans leur classe ou dans leur école, ils doivent marquer l'école positivement. Ils doivent impacter leurs camarades. Le plus grand problème que nous avons en Afrique, c'est le problème de leadership. Et ce n'est pas la faute aussi de ceux qui dirigent mal, c'est parce qu'ils n'ont jamais été éduqués. Donc nous avons décidé de ne pas se plaindre du problème, mais d'apporter plutôt la solution. Un panel de discussion animé de plusieurs responsables à divers niveaux a favorisé la compréhension de ces apprenants. Nous avons vu des enfants poser de belles questions. Certains ont dit comment je peux diriger ceux-là qui me mettent des bâtons dans les roues et qui peuvent même influencer ma moyenne en classe. Pourquoi ne pas les oublier et continuer de faire ce que je dois faire parce que moi aussi mes notes sont en jeu. Donc nous leur avons donné des conseils comment être un bon leader pour à la fois améliorer ses notes en classe et aider les autres également à devenir meilleurs. Une formation bénéfique pour ces jeunes désormais aguerris. Déjà, je trouve la formation très intéressante et surtout bénéfique. Bénéfique en ce que ça nous aide, nous autres responsables, à pousser nos camarades en avant, à leur apprendre à se fixer un objectif, à avoir une vision et surtout maintenir une bonne ambiance dans la classe. Un leader n'est pas seulement celui qui apporte des idées, mais celui qui va vers ses camarades pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas, où as-tu des problèmes, pour leur permettre à eux aussi de pouvoir se mettre dans une logique où ils pourront évoluer et aussi développer des aptitudes pareilles à ceux des leaders. Humble, responsable et à l'écoute des autres, ils l'ont bien assimilé grâce à cette formation en leadership. Le Sénégal veut profiter de l'expérience du Nigérien en matière d'exploitation des ressources pétrolières. Une délégation sénégalaise de professionnels du secteur pétrolier devrait se rendre dans les prochaines semaines au Nigeria pour échanger avec des responsables nigériens, notamment autour de la problématique du contenu local. Les échanges devraient également se rapporter à l'investissement des firmes nigérianes dans la chaîne de valeur du pétrole au Sénégal. Depuis la première découverte de pétrole commercial par Cairn Energy en 2014, le Sénégal est devenu l'une des destinations les plus en vue pour l'exploration pétrolière dans le monde. Cela fait du bassin Mauritanie-Sénégal, Guinée-Bissau-Conakry l'une des zones les plus prometteuses pour l'industrie pétrolière. À son démarrage, la production devrait être de 100 000 barils par jour.
L'économie mozambicaine pourrait rebondir à 4,7% en 2019 selon le Fonds monétaire international. L'institution indique que cet objectif devrait être atteint grâce aux efforts déployés par l'État pour instaurer une paix durable, à l'assouplissement progressif des conditions monétaires ainsi qu'à l'apurement des arriérés de paiement intérieur aux fournisseurs. Le développement de nouveaux projets gaziers devrait également permettre d'attirer de nouveaux investissements étrangers, ce qui aura pour conséquence de doper l'économie mozambicaine. Le FMI invite les autorités mozambicaines à maintenir un déficit budgétaire en dessous ou égal à 1,5% du PIB et lui a rappelé aussi l'importance de la mise en œuvre des réformes pour la gestion des finances publiques afin d'éviter une nouvelle accumulation de dettes. Notons que pour 2018, le pays a prévu atteindre une croissance de 3,5%. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Amandine Agnambasson. On vous retrouve encore demain pour le journal à 19h45, très exactement. À présent, rendons-nous sur la toile pour la revue de l'actualité web. Encore quelques semaines pour rendre opérationnelle la télévision numérique terrestre au Bénin. Aurélie Adamsoulé Zoumaro, ministre de l'économie numérique, s'est rendue sur le site technique d'Abomey-Calavi pour constater la mise en place des matériels techniques. Elle affirme, je cite, « Au vu de l'évolution de la réalisation du réseau, le compte à rebours de la couverture intégrale du territoire national par la TNT est lancé. » Fin de citation. Certains kits de réception sont déjà disponibles et mis à la disposition des chaînes de télévision pour apprécier l'effectivité de cette technologie. Adam Bonitessi, président de la HAC, quant à lui, promet que très bientôt, une démonstration convaincra tout le monde. Aurélie Adamsoulé Zoumaro a rappelé les secrets d'application de la loi sur la radiodiffusion numérique. Elle a aussi mis l'accent sur la création des 2 sociétés étatiques qui se chargeront de sa mise en œuvre et du développement de cette plateforme numérique. Il s'agit de la Société Bénédiffusion et la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion SB. La ministre de l'économie numérique promet une révolution dans le monde de la télévision béninoise. Débat budgétaire en commission au Parlement. Près de 2 milliards de francs CFA pour la HAC en 2019. Les députés membres de la commission budgétaire ont étudié lundi dernier le projet de budget de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, estimé à 1 milliard. 847 853 000 francs CFA, le projet de budget de la HAC pour la gestion 2019 a connu ainsi une hausse contrairement à celui de 2018. Selon Adam Bonitessi, président de la HAC, ce budget a connu un accroissement de 6,6%. Il prend en compte 3 volets. Le premier, les dépenses du personnel estimées à 902 179 000 francs CFA. Les dépenses d'acquisition des biens et services évaluées à 845 679 000 francs CFA et les dépenses de transfert projetées à 100 millions de francs CFA. Mais ces prévisions budgétaires, bien qu'en hausse, sont loin de satisfaire la HAC qui a encore besoin de 985 678 000 francs CFA pour la réalisation de ses ambitions au titre de l'année 2019. Adam Bonitessi entend mener certaines actions phares l'année prochaine pour le compte de la 5e mandature de la HAC qui prend fin en 2019. Difficultés de l'agriculture biologique et écologique. Les acteurs se mobilisent pour renverser la tendance. Un atelier sur l'agriculture biologique et écologique a regroupé la semaine dernière à Cotonou plusieurs directions du ministère de l'Agriculture ainsi que des coordinations de projets agricoles. Le directeur de la programmation et de la prospective adjoint du ministère de l'Agriculture a présenté un bilan pas très reluisant du secteur. 1987 hectares de terres agricoles biologiques, équivalent à 0,6% de la superficie agricole nationale. 2355 producteurs et transformateurs biologiques et 9 exportateurs biologiques.
Pour Marius Aynan, les défis importants restent à relever notamment à 4 niveaux. À ce titre, il évoque l'organisation des acteurs autour des chaînes de valeur ajoutée bio et leur professionnalisation, le développement d'un marché local de consommateurs de produits bio, le règlement des questions de certification pour accéder à d'autres marchés et l'exploitation de l'ingénierie génétique et des changements climatiques seront des atouts. Marius Aynan a donc convié les participants à définir des actions opérationnelles à mener pour l'essor de ce sous-secteur. Des actions bien sûr en cohérence avec le plan stratégique de développement du secteur agricole, a-t-il souligné. Fin de cette actualité web. Admis. Voilà pour vous qui venez de nous rejoindre à présent le rappel de la météo. Voilà, c'est devenu une habitude entre vous et nous. L'instant citation à présent. La citation de ce soir, eh bien, elle nous est proposée par Oscar Wilde. Elle dit ceci: la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Merci à Yasmine Damanta de les avoir proposés pour nous. Nous remercions également toute l'équipe technique et de réalisation de ce grand rendez-vous. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On vous donne encore rendez-vous toujours à la même heure demain et on espère avec le même plaisir.